Hello, everyone, and welcome to Behind the OR, the Peter Surgical Podcast channel, where we invite experts to reveal to us what's happening behind the closed doors of the operating room. Together, we will explore surgeries and procedures and discover more about a surgeon's life in their daily mission. Take off your gloves, take a breath, and let's talk behind the OR. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Dr Hassan Tpar, chirurgien thoracique et cardiovasculaire, plutôt à valence cardiaque adulte. Alors, lorsqu'on m'a proposé il y a quelques semaines de contribuer à cette série de podcasts, la première question qui m'est venue fut celle de la légitimité. Pourquoi ? Ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors, le plus souvent, les personnes qui sont invitées à communiquer sont sollicitées en tant qu'experts ou de superstars de la chirurgie, soit de par leur contribution technique, soit de par leur influence scientifique. Alors, n'ayant personnellement aucune des deux étiquettes, c'est alors poser une deuxième question. Que vous proposez d'intéressant ? Il est vrai que l'appellation de la plateforme Behind the OR laisse un certain champ de liberté, ce qui est plutôt appréciable dans l'univers de la création de contenu. C'est pour cela que j'ai choisi, plutôt que de vous parler de science, l'angle du retour d'expérience. Contrairement à ce fameux adage de ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, le but de ces capsules est bien évidemment de vous raconter tout ce qui se passe au bloc opératoire, mais aussi ce qui se passe avant et après le geste ou la réparation chirurgicale. D'autres vont certainement vous parler de techniques opératoires, de bénéfices d'une approche plutôt que d'une autre, de morbimortalité, de résultats à court, moyen et long terme. Moi aussi, ça va de soi. Mais toutefois, certains aspects de notre spécialité me passionnent plus particulièrement, que ce soit les processus logistiques, les interactions humaines, les défis techniques et matériels, l'anticipation et malheureusement aussi la gestion des complications. Ce sont autant de thématiques que je considère beaucoup plus ancré dans l'expérience que dans la science fondamentale ou expérimentale. Avant de développer tous ces points, il me paraît de bon ton de faire connaissance. Ça va vous donner une certaine idée de mon parcours, mais aussi du pourquoi certaines thématiques me tiennent à cœur plus que d'autres. Tout d'abord, une certaine mise en abîme, un certain contexte. Il faut savoir que je suis actuellement installé au Maroc et que depuis plusieurs années, il y a une véritable fuite des cerveaux, une fuite des compétences vers l'étranger. Et ce sont pas moins de 700 médecins diplômés qui quittent le Maroc chaque année en espérant trouver de meilleures opportunités ailleurs. Alors personnellement, j'ai fait ce choix, on va dire un peu à contre-courant, après 20 ans d'expatriation en France, donc de revenir m'installer au Maroc. Ce qui peut sembler être un processus assez naturel pour certains n'a pas forcément été une évidence après autant d'années. Cette expatriation n'était pas seulement estudiantine, puis professionnelle, puisque j'y ai fait ma faculté de médecine, puis mon internat et mon post-internat, mais c'était aussi, on va dire, une expatriation sociale et culturelle. Évidemment, plusieurs raisons m'ont fait reconsidérer mes choix de carrière. Certains étaient personnels, d'autres, on va dire, étaient imposés ou contraints, si j'ose dire, par la loi du marché. Alors si je dis pas de bêtises, le dernier état des lieux bien documenté sur la répartition, on va dire, de l'activité de notre spécialité, donc la chirurgie cardiaque en France, remonte à 2015. Alors, dans les centres qui étaient accrédités pour la chirurgie cardiaque, on recensait 63 centres. Donc 36 étaient des centres hospitaliers universitaires, 22 étaient des centres privés à but lucratif et 5 des structures à but non lucratif. Il faut savoir que la formation en chirurgie thoracique et cardiovasculaire, et beaucoup plus particulièrement en chirurgie cardiaque, est organisée quasi exclusivement dans les CHU, dans les centres hospitaliers universitaires. Donc après un internat de 5 à 6 ans, selon que votre profil soit universitaire ou pas, le futur chirurgien réalise un post-internat de minimum 4 ans avant que soit considérée son autonomie comme relativement acquise. C'est un processus qui est relativement long et lent et qui est très très centre-dépendant et bien sûr dépendant des équipes. La lenteur de ce processus s'explique assez facilement en fait de par la nature vitale plutôt que fonctionnelle de notre spécialité, de notre chirurgie comparativement à la chirurgie orthopédique ou ophtalmologique. Les postes de chirurgien assistant ou de chef de clinique ou de chirurgien associé sont souvent un passage nécessaire dans la formation, mais ils restent rares et précaires, ce qui va pousser un certain nombre de jeunes chirurgiens à une forme de nomadisme, souvent tous les 2 ans.
Nombre d'entre eux, dont j'ai fait partie, se retrouvent alors contraints d'enchaîner des contrats à durée déterminée, sans vraiment avoir l'assurance d'un poste hospitalier pérenne à la clé de ces courtes périodes. Or, ces postes sont également un sésame parce qu'ils permettent, après un certain nombre d'années d'expérience, d'intégrer certaines équipes libérales qui sont organisées, elles, en association de chirurgiens. Il faut en effet avoir fait ses armes dans les hôpitaux publics avec un carnet d'adresses et de correspondants bien étoffé pour espérer devenir associé. Et nombreux sont alors les jeunes chirurgiens qui, faute de mieux, se retrouvent contraints d'émigrer ou de s'expatrier, plus classiquement dans des pays francophones tels que le Canada ou la Suisse. Alors personnellement, n'aimant pas trop les longues soirées d'hiver ni les climats polaires, mon choix s'est plus naturellement porté vers mon pays d'origine qu'est le Maroc. Armé de ce savoir acquis auprès de mes nombreux maîtres, qui se reconnaîtront que je salue, j'ai donc pris la décision de retourner au Maroc où mes compétences seraient, en tout cas en termes de démographie médicale et de services sanitaires rendus, beaucoup plus utiles. Et enfin, l'envie d'être à nouveau proche de ma famille, des miens, n'était certainement pas la dernière des raisons. Et cette décision étant prise, il fallait faire le grand plongeon. Je ne vous cache pas que ça ne va pas sans une certaine difficulté logistique. Alors déménager, déjà tout court, c'est difficile, mais déménager professionnellement n'est jamais une simple affaire, ça s'organise et je l'ai un peu compris à mes dépens plus tard. En effet, il y a tout un ensemble de démarches qui sont nécessaires. Le droit d'exercer dans un pays, même quand on en est originaire, c'est jamais quelque chose d'acquis, surtout avec des diplômes, entre guillemets, dits étrangers. Il a donc fallu tout d'abord obtenir l'équivalence de ces diplômes, celui du doctorat en médecine, naturellement, puis celui de spécialité, pour espérer être inscrit ensuite au tableau des médecins spécialistes. Alors le Maroc reconnaît unilatéralement l'équivalence des diplômes français, et sous certaines conditions. Ce qui, pour moi, a été une chance puisque j'entrais dans le cadre d'une nouvelle loi qui avait été votée, on va dire, 3-4 ans avant. Et pour l'anecdote, mon frère a eu beaucoup moins de chance. Lui aussi a été formé à l'étranger. Et après avoir fait ses études ailleurs, il a dû passer par l'ancienne procédure d'équivalence qui lui a coûté 2 ans de présentéisme dans les hôpitaux publics sans qu'il y ait de réelle évaluation de compétences, donc une vraie perte de temps et d'énergie. Une fois l'équivalence de ces diplômes obtenus auprès des conseils ordinaux, régionaux et nationaux, vont alors commencer les démarches de conventionnement auprès de l'assurance maladie. Si un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'entreprendre ces démarches plusieurs mois avant votre installation. Effectivement, aussi logiquement qu'ailleurs, il est impossible d'exercer tant que ces autorisations n'ont pas été délivrées. Et la bureaucratie étant ce qu'elle est, il aura fallu, en tout cas pour moi et pour mon dossier, au moins 6 mois d'aller-retour entre les différentes administrations, les différents conseils de l'ordre pour avoir enfin le droit d'opérer mes propres patients. On sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce que l'on prend, hein. Donc avant de revenir au Maroc, il a fallu prospecter pour se faire une idée des opportunités présentes et des opportunités à provoquer. Et entre la surpopulation médicale dans certaines villes et une certaine qualité de vie moindre dans certains déserts médicaux, il fallait chercher un juste milieu. La chance que j'ai eue, c'est qu'un confrère qui était rentré s'installer quelque temps avant moi m'a fait la proposition de le rejoindre et de constituer une équipe, ce qui allait vraiment dans le sens de ce que j'envisageais en rentrant au Maroc. Alors pendant ces mois d'attente, comme je ne pouvais pas recruter de patients à mon propre nom, j'ai surtout aidé ce chirurgien à opérer ses patients, sans avoir de réelles perspectives et sans voir de réelles perspectives se profiler. On avait décidé, en tout cas le protocole d'accord que nous souhaitions mettre en place revenait à un fonctionnement de type association de chirurgiens. Mais cela passait nécessairement par un recrutement propre de mes patients. Et c'est à ce moment-là, en fait, que notre divergence dans le concept d'équipe s'est vraiment ressentie lorsque j'ai commencé à communiquer auprès des cardiologues, en tout cas de la région, dans ce but. Il faut savoir que les professionnels de santé, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, en tout cas à mon arrivée, les professionnels de santé au Maroc, c'est d'autant plus vrai dans des spécialités que je qualifierais de spécialités à fort ego et à haut potentiel d'ego, n'ont absolument pas la culture d'équipe. Il y a un rapport qui est assez passionnel, souvent conflictuel aux honoraires. Il y a encore beaucoup de réflexions à porter là-dessus, malheureusement. Cette incompatibilité professionnelle étant établie, il m'a fallu donc composer et chercher ailleurs, parce qu'il fallait tout recommencer à zéro. Donc ce faux départ aurait pu effectivement me faire douter de rester, mais bien au contraire, ça a été un moteur, puisque je n'avais alors qu'une envie, c'est vraiment de monter un centre de chirurgie cardiaque sur le modèle que je considère être un peu un idéal,
toujours à Tanger. Ce genre de phrase peut vraiment faire pompeux et dissocier d'une certaine réalité, d'une certaine modestie, mais c'est vraiment, en tout cas, en tant que grand naïf, ce que j'avais en tête. Une autre problématique lorsqu'on arrive en terre inconnue, c'est de pouvoir se faire connaître. Les gens ne vous ont pas attendu et vous n'êtes certainement pas le messie que les gens espèrent. Et bien que bardé de diplômes et maîtrisant les dernières techniques qui peuvent assurément devenir une vraie valeur ajoutée à l'offre de soins locale, il faut savoir avant tout rester humble. Les confrères, et je pense particulièrement aux cardiologues, ont sûrement déjà leurs correspondants avec qui les liens de confiance sont établis depuis longtemps et sur une longue période. Les patients également, de leur côté, ont également confiance en leur cardiologue. Ils vont pas venir vous voir d'eux-mêmes pour se faire opérer. Il va donc falloir développer un autre savoir, et ce savoir technique également, c'est la communication. Alors pour ce faire, il est nécessaire vraiment d'être très systématique. Il va falloir identifier ses interlocuteurs, identifier les canaux de communication et la nature de l'information que vous souhaitez délivrer. Les interlocuteurs, ils sont nombreux. Les médecins, tout d'abord. L'idéal, en fait, c'est de passer par le conseil de l'ordre régional pour avoir la liste des confrères et des consoeurs qui sont installés près de votre lieu d'exercice. Le plus approprié ensuite, c'est de les contacter, un par un. Prendre rendez-vous avec eux sur leur lieu d'exercice. C'est flatteur pour eux et cette tournée est très très appréciée. Elle va être l'occasion de mettre un visage sur votre nom, de présenter succinctement votre parcours, vos compétences. Et d'ailleurs, à propos de compétences, ce qui est assez drôle parfois, c'est qu'on m'a demandé si je faisais aussi bien de la chirurgie valvulaire que de la chirurgie coronarienne, ce qui pour nous, en fait, dans notre formation, est une évidence. L'échange, il est habituellement court, ça dure pas plus de 5 minutes, c'est courtois, donc n'hésitez surtout pas à laisser votre carte de visite. Il faut savoir que rares sont les chirurgiens qui font cette démarche. Vous allez forcément vous démarquer par cette disponibilité. Ensuite viennent les patients. Au stade où vous n'avez pas encore de recrutement, il est très difficile de toucher un public à grande échelle. Il s'agit de se faire connaître sans pour autant tomber dans ce que j'appellerais les travers de la publicité ni du clientélisme. Si vous avez cette fibre, vous pouvez tout à fait utiliser les réseaux sociaux. La forme et le fond du contenu que vous allez proposer seront bien évidemment différents selon que vous utiliserez des réseaux à connotation professionnelle ou des réseaux plutôt grand public. Alors sur des plateformes professionnelles comme LinkedIn, il est préférable de communiquer sur votre installation, la disponibilité de vos équipes, ce que vous proposez comme chirurgie, avec éventuellement, de temps à autre, certains retours en images d'intervention au bloc opératoire. Ça sera à vous de juger ce qui vous semble pertinent à publier, des images d'une première dans la région ou dans la ville, présentation de l'efficacité d'une technique, de certaines études cliniques, de mettre en avant certains partenariats avec des confrères ou des partenariats médicaux avec des structures ou avec des universités et même éventuellement des partenariats industriels, pourquoi pas. Ensuite, sur les plateformes grand public ou mainstream, ce qui va plutôt apparaître, ça sera des publications à but, on va dire, didactique, qui expliquent les différentes pathologies ainsi que leur traitement. Le format de capsule courte, c'est souvent quelque chose qui est très apprécié et très consommé. C'est des médias qu'on peut visualiser ou écouter n'importe où, n'importe quand. Faut pas oublier que les mots doivent rester simples. Les analogies doivent être proches du langage de madame ou monsieur tout le monde. Il va falloir évidemment jongler entre votre vocabulaire scientifique ultra technique et le langage commun de préférence dans le dialecte le plus répandu dans les médias, si c'est un dialecte qui diffère de la langue officielle. Par exemple, au Maroc, la langue officielle, c'est l'arabe classique, ce qui n'est pas tout à fait la langue avec laquelle les gens communiquent tous les jours, qu'on appelle la Darija, qui est une sorte un petit peu de créole, on va dire, entre l'arabe classique, certaines influences espagnoles, françaises, un petit peu d'anglais dernièrement, et évidemment les langues berbères. N'hésitez surtout pas à écrire, à travailler vos scripts en amont, ni à vous entourer de personnes dont c'est vraiment le métier, des créateurs de contenu, des agences de communication. Il ne faut pas oublier que ce sont de vrais métiers. Ces quelques minutes passées ensemble étaient évidemment un petit aperçu du début de mon parcours ici. Il reste de nombreux défis que j'aurai vraiment le plaisir de partager avec vous, aussi bien de par l'excitation qu'ils peuvent apporter, mais aussi un partage des déceptions qui peuvent jalonner donc le chemin de cette aventure.
On aura tout le loisir donc de développer, d'approfondir les différentes thématiques qui concernent aussi bien les professionnels de santé avec lesquels il faudra s'entourer, que ce soit les médecins ou les professions paramédicales, dans le but de créer cette structure de chirurgie cardiovasculaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à très bientôt dans Behind the OR. Let's meet at EX 2024 in Lisbon on the booth 230 to discover more about surgery, education, and innovation.